Bonjour tout le monde. Bon, je vous avais dit... Ah tiens, je vais essayer les filtres. Oh, c'est mieux comme ça. Bon, on va garder celui-là. Donc, bonjour tout le monde. Je pense que c'est mieux. J'ai mis du temps parce que pour arranger mon bureau un petit peu. J'espère que vous allez bien. Je me suis dit, je vais partager un petit peu de ce que j'ai appris et puis vous donner mon retour d'expérience par rapport à ma formation qui est en train qui vient de commencer. Donc, pour faire une petite récap, je me suis inscrite à une formation qui s'appelle, une école qui s'appelle Iconoclast, qui forme des business développeurs au métier de la vente. Donc, c'est une start-up, c'est une espèce d'école de commerce nouvelle génération. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a plein d'informations dessus. Cette formation peut être prise en charge par Pôle emploi. Elle n'est pas prise en charge pour le moment par notre budget formation individuel, là, le CPF. Donc ça, c'est pour les finances. Pour ma part, pourquoi j'ai choisi cette école? Alors j'ai écrit, je me suis mis des points, comme ça je sais... voilà, parce qu'il y en a qui m'ont dit on veut un retour d'expérience parce qu'on hésite, on veut y aller. Et puis il y en a qui m'ont posé des questions. Et je me suis dit, quitte à le faire, je préfère le faire une fois. Et puis comme ça répondra pratiquement à tout le monde. Ceux qui ont envie d'intervenir en live, ils interviennent. Et puis moi, derrière, je pourrais garder cette vidéo et la remettre en replay pour ceux qui, par la suite, se posent des questions. Donc, pourquoi j'ai choisi cette école? Moi, j'ai un bac+5 à la base. Je suis ingénieure informaticienne. Ça fait 17 ans que je suis dans les métiers de l'IT, c'est-à-dire un peu l'informatique. J'étais salariée. D'ailleurs, je suis en préavis en ce moment. Et j'ai profité d'un plan social pour, on va dire, changer de métier. Alors, je reviendrai sur ce changer de métier parce que je ne change pas vraiment de métier. On ne peut pas jeter 20 ans, presque 20 ans de sa vie comme ça et puis commencer tout à zéro. On ne commence jamais de zéro quand on a compris et expérimenté quelque chose. Mais sur le côté vente, c'est vrai que je commence à zéro parce que je ne connais pas ce métier. Donc, informaticienne à la base, j'ai monté ma boîte il y a 4 ans dans le domaine du marketing digital. Le marketing digital, c'est quelque chose qui me passionne. Tout ce qui est réseaux sociaux, comment profiter des réseaux sociaux pour se faire connaître son entreprise, connaître du monde. Et aussi, j'ai monté une association qui s'appelle Femmes Entrepreneurs et Solidaires. Et cette association, elle a bientôt 3 ans aujourd'hui. Et sur les réseaux sociaux, on est plus de 5000 sur la communauté. Ça a pris très vite parce que de nombreuses femmes ont les mêmes besoins, c'est-à-dire se sentent étriquées dans la case dans laquelle elles ont été mises. Et donc, à un moment ou à un autre, elles ont un projet où elles veulent développer leur entreprise. Et puis, elles ont besoin d'un réseau qui les accompagne, qui est solidaire, bienveillant, etc., etc. Et donc, par rapport à ça, l'association accompagne les entrepreneuses et les porteuses de projets pour avancer. Donc, coucou Miss Sarah. Donc, voilà, ça c'est mon background. Donc, à la base, on peut dire que je n'ai pas besoin d'une formation pour trouver du travail. Si je veux rester dans les métiers de l'informatique, je postule et puis je trouverai forcément, ça sera peut-être pas à côté de chez moi, ça sera peut-être pas avec les mêmes conditions, mais on va dire que le domaine de l'informatique recrute. Donc pourquoi spécifiquement aller sur de la vente? Parce que justement, en montant mon association, en montant mon business,
Et puis surtout, en faisant mon métier qui est la gestion de projets informatiques, je me suis rendu compte que partout dans la vie, on a besoin de vendre et de se vendre, donc vendre nos produits, nous vendre nous-mêmes pour que les gens adhèrent à notre concept, parce que même si c'est une association et même si c'est à un prix symbolique qu'on adhère à cette association, il faut que les gens adhèrent à notre concept, adhèrent à notre vision, il faut qu'on arrive à emballer les gens, à les emmener avec nous. Et donc, quelque part, c'est convaincre les gens, c'est un petit peu les leader, c'est-à-dire les mener vers une vision commune. Et donc, dans tout ça, il y a ce petit truc qui dit la vente. Sauf que moi, j'ai toujours eu peur de ce mot-là, parce que quand on dit vendeur, les vendeurs, c'est des requins. Les vendeurs ne veulent que t'escroquer de l'argent et te retirer de l'argent. Et voilà. Et puis après, ils n'entendent plus parler de toi. Tous ces petits trucs qu'on nous a dit, comme quoi un vendeur, ça n'a pas de morale. On pense tout de suite aux assurances. On pense tout de suite... voilà, on pense vraiment à des choses négatives. Et je l'ai bien vu avec mon entreprise. Quand je veux vendre un service, je suis coincée. Parce que j'ai envie d'aider les gens et je tombe vite dans le piège où je sens que les gens, ils ont besoin d'aide et je me dis, ah, ils n'ont pas les moyens et je me mets à rabaisser mon offre et je me mets à bazarder mon offre et bazarder mes services à un prix trop bas, voire gratuit. Et du coup, les gens ne me considèrent pas comme une experte. Et puis, ils viennent souvent me demander à moi un expert. Donc voilà, tout ça m'a fait me rendre compte que la vente, c'est quelque chose d'indispensable. J'ai voulu m'inscrire dans une formation qui fait de la vente, mais les formations, il y en a des centaines. Les formations de la vente, des sales, il y en a des milliers. Laquelle choisir? J'étais vraiment coincée et surtout les formations qu'on achète en ligne et que finalement on ne fait pas, j'en ai fait beaucoup. On achète la formation, on a accès à la formation, on a cet accès, l'utilisateur, le mot de passe, mais on ne la fait jamais. Donc dès le départ, je me suis dit, ça sera pas une formation en ligne, ça sera une formation en présentiel. Et cette formation Iconoclast B2B, c'est une formation en présentiel, donc sur place. C'est-à-dire à temps plein. Donc c'est même pas à temps partiel, c'est pas une formation sur en cours du soir. C'est une formation en présentiel à 100%. Maintenant, avec le Covid, ils ont développé un système qui fait moitié-moitié. Donc, ils ont découpé la promotion et tandis que certains seront à distance, d'autres seront sur place. Voilà, donc pourquoi aussi j'ai choisi cette école? Parce que moi, j'ai toujours évolué dans des grands groupes. Et donc, forcément, après presque 20 ans d'ancienneté, le chemin, on va dire, normal, ça serait plus dans du management, c'est-à-dire je retourne en école de commerce ou d'administration, je fais un MBA et en gros, le chemin traditionnel. Mais moi, j'avais envie de quelque chose de plus terre à terre, de plus opérationnel et surtout, je ne voulais pas de la théorie, je voulais de la pratique. Je voulais faire tout de suite ce que j'ai appris. Et donc, cette école, c'est presque 80% de pratique. Et quand on dit pratique, c'est pas juste de la pratique dans le vent. C'est de la pratique, par exemple, quand on fait de la prospection, on fait de la vraie prospection. C'est-à-dire pour des vrais, coucou Vanda, des vrais appels pour des vrais prospects avec des vraies entreprises. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui vient, qui nous déroule ce qu'elle fait, comment elle fait, sa méthode de vente, etc., etc. Les meilleurs vendeurs, les managers, les vendeurs, on va dire les sales de cette entreprise-là viennent nous faire dérouler tout ça. Et derrière, toute une après-midi, voire toute une journée où on applique ça et on appelle, et on appelle. Alors un chiffre qui est resté dans ma tête, c'était 30 000 appels. Donc la promotion d'avant, en 4 mois, ils ont appelé plus de 30 000 prospects. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment chaud et que ce n'est pas une formation théorique. Il y a du PowerPoint, mais j'ai envie de dire, le PowerPoint c'est un support. Même quand le sales coach est en train de nous le présenter, il nous montre pas des slides en fait. C'est vraiment très interactif, on monte à tour de rôle, on fait des jeux de rôle,
C'est très gamifié, donc il y a beaucoup de jeux. Et du coup, quand on joue, on apprend vite. Donc voilà le pourquoi j'ai choisi cette école. Il y a un autre petit truc entre parenthèses qui est important pour moi. Je pensais que c'était que moi et que j'ai rencontré une personne dans la promotion qui a un petit peu le même ressenti. Alors, avant d'être embarqué dans la formation, on le fait sur dossier. C'est-à-dire que c'est pas tous ceux qui veulent y aller, c'est pas comme une formation en ligne, tu t'inscris, tu l'apprends, tu l'achètes et c'est tout. Donc, c'est sur dossier, c'est sur candidature. C'est-à-dire, tu candidates, par la suite, on te recontacte, on te fait passer une espèce de use case, un business case, des questions, des exercices et des questions pour voir comment tu réfléchis. Tu réponds à plein de questions pour voir c'est quoi qui te motive, etc., etc., et voir si tu es dans le bon mood. Et donc, j'ai dû faire 2 entretiens ou 3 entretiens en visio. Et à aucun moment, je n'ai senti que mon foulard dérange. Donc, moi, je me suis pas posé la question. Mais quand je suis arrivée, je pense le premier ou le deuxième jour, quand j'ai mangé avec, maintenant c'est une camarade de promo, quand j'ai mangé avec cette jeune femme, elle m'a dit qu'elle avait fait cet entretien-là avec, en fait, Iconoclast a testé, prouvé ce concept et est en train de grossir. C'est-à-dire c'est une start-up qui est en train de croître. Mais il y a beaucoup d'autres qui font plus ou moins la même chose. Plus ou moins la même chose. Donc moi, j'ai tout de suite adhéré à Iconoclast, aux valeurs d'Iconoclast et je suis partie. Mais d'autres voulaient être formés à la vente et donc ont essayé plusieurs autres formations. Et donc, elle me disait que quand elle a fait l'entretien, elle sentait que ça dérangeait, que ça ne passait pas. Et du coup, elle n'a pas osé aller plus loin. On ne lui a pas dit que ça ne passait pas, mais elle a senti qu'elle dérangeait en quelque sorte et du coup elle a pas osé venir avancer plus loin dans la formation. Elle s'est dit je dérange à cause de mon voile. Et donc moi je ne l'ai pas du tout senti et quand je suis arrivée le premier jour, je suis arrivée bien à l'avance parce que bon voilà, le premier jour faut pas être en retard. Bon, faut pas être en retard pendant la formation non plus, mais et donc, quand je suis arrivée, il y avait une autre jeune femme qui portait un turban pareil et qui m'a regardé de loin arriver et qui m'a fait un signe. Parce que je pense qu'on se sent vite seul et qu'on a peur d'être la seule. Voilà. Et donc ça, c'est pas un signal. Alors, je vais aller plus loin. C'est pas un signal par rapport à ceux ou celles qui portent un foulard. Non. Parce que quand on regarde la population qu'il y a... coucou Raja. Qu'il y a dans cette formation, alors l'âge, ça va de 18 à 43 ans. Le parcours, ça va de jeunes qui viennent d'avoir le bac, à des gens comme moi qui ont fait des études et qui ont travaillé, à d'autres qui sortent d'écoles de commerce. Donc écoutez bien, je sors d'une école de commerce et j'ai besoin de me former à la vente. Il n'y a pas un problème là? Donc là, le truc, c'est que même quand on fait une école de commerce, on ne nous apprend pas à vendre. On nous apprend beaucoup de choses, mais ça, c'est vraiment très focus. On va apprendre à vendre. On va être des commerciaux. Et du coup, donc, ouais, je vous disais, il n'y a pas autant de femmes que d'hommes. Il y a plus d'hommes, mais je pense qu'on est 40% de femmes. Les styles, que ça soit le style de la manière d'être, le style vestimentaire et tout est très très différent. Les milieux sociaux sont très différents, ça se voit aussi. Le niveau d'éducation, pareil, je vous l'ai dit. En gros, c'est pas de l'entre-soi. Et tout de suite, c'est un peu comme ça, on rappelle l'association des faits. Tout de suite, on se sent à notre place. Ça, c'est hyper important. Et donc, quitte à revenir à l'école, je voulais absolument une école qui me ressemble. C'est-à-dire une école qui n'a pas froid aux yeux, qui est ambitieuse, qui ne s'arrête pas aux apparences. Et donc, voilà, ça c'était important pour moi. Pourquoi, comment s'est passée cette semaine? Donc, j'ai un petit peu fait une longue intro, mais c'était pour vous expliquer un petit peu le contexte, pour voir d'où je viens et comment est-ce que j'ai approché Iconoclast et comment est-ce que j'ai pensé à cette école et tout ça, pour que si d'autres personnes
qui se posent les mêmes questions se reconnaissent. C'est tout. En gros, quand on est sûr d'être à sa place, on est sûr de faire du bon boulot. On est sûr d'apprendre comme il faut. Voilà. Donc la première semaine, on arrive lundi matin. Alors on a dit que la promo elle a été découpée, qu'on fait moitié-moitié. Mais en fait, les 3 premiers jours, on était tous là-bas. Alors les fenêtres, elles étaient tout le temps ouvertes. On peut pas respecter les distances sociales quand on est 55 sur place. Mais toutes les mesures, le masque, bien sûr, c'est obligatoire et on l'enlève pas. Du gel hydroalcoolique. On nous mesure, la température le matin avant de monter dans les locaux. Voilà, c'est vraiment très très cadré par rapport aux mesures sanitaires. Et les 3 premiers jours étaient importants pour bâtir cette cohésion et bâtir en fait cet esprit d'équipe. Et du coup, on arrive le matin, on est monté vers 8h moins le quart, 9h moins le quart. Et là, super gros petit-déj, de la crêpe, des croissants, des machins, il y en avait partout. Du thé, du café, tout ça, du jus, etc., etc. Un bon, on va dire, petit-déj pour casser le... Et puis, il y avait tout le monde et on nous collait un peu comme des prisonniers, mais non, un peu comme des... un peu comme des stagiaires, notre prénom sur notre pull. Dès qu'on arrivait, parce que comme ça, c'était facile. En plus, comme on a tous les masques, c'est hyper compliqué de se rappeler des gens. Et donc, on avait chacun nos petits prénoms. Dès qu'on a pris notre place dans les salles, au début, je me suis un peu posé la question, mais qu'est-ce que je fous là? Parce que, c'est start-up, c'est un milieu, on va dire, jeune. Et donc, pour commencer la session, la promotion, espèce de musique à fond avec tout le monde qui défile, une espèce de danse tribale. Je dis, oh là 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 là, quoi je me suis mise. Oh là là, c'est pas de mon âge tout ça. Et donc, ça m'a un peu déstabilisée, on va dire. Je me suis dit, on va pas non plus... Mais bon, ça... C'est un peu sortir de sa zone de confort. Mais voilà quoi, c'est amusant et puis ça casse tout de suite l'esprit trop sérieux. Et donc les présentations, fallait se présenter à tour de rôle, un jeu super intéressant parce qu'en fait il fallait se mettre par binôme et on avait 1 minute pour apprendre un maximum de la personne et en fait monter et 30 secondes pour présenter l'autre. Et donc, ça nous a fait déjà faire des petits binômes. Et puis, ça nous a fait prendre la parole devant tout le monde. Donc ça, c'était les premiers exercices pour casser un peu, on va dire, casser la glace et casser les débuts de notre... casser ce début où on a du mal à aller vers l'autre et tout et tout. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a positionné les objectifs. C'est-à-dire, on rentre tout de suite dans le bain, on est dans une école pour apprendre la vente, et donc on va mesurer ce qu'on va faire. C'est-à-dire, il y a un projet qui va nous suivre tout au long des 4 mois, et sur ce projet-là, on va pouvoir mesurer, grâce à des indicateurs, notre avancement. C'est-à-dire, pour un vendeur, combien tu as fait d'appels, sur les appels, combien tu as eu les gens. En gros, tu as appelé 1000 personnes, il y en a 500 à qui tu as eu et les autres 500, tu pas pu les avoir. Et combien on a décroché de rendez-vous et combien on a fait de ventes. Donc, les KPI principaux, tout de suite, chacun, après avoir eu, bien entendu, une espèce de descriptif global du parcours, parce qu'en fait, ce parcours-là, on va y aller en zoom pendant les 4 mois sur tout le cycle de vente. Le cycle de vente, c'est l'avant-vente, la vente et l'après-vente. Et donc ça, c'est le squelette de base pour apprendre à vendre. Et donc chacun va être décortiqué avec des vraies entreprises et avec des vrais vendeurs, des vrais sales qui vont venir nous expliquer leur méthode et on va les appliquer direct dans le tas. Donc ça, c'était les premiers jours. Mercredi, c'est du dev perso et du RH.
En fait, Iconoclast, alors ça j'aurais dû le dire dès le début, c'est une école qu'on peut financer par Pôle emploi, ça je l'ai déjà dit. On peut aussi la financer de sa poche et on peut aussi la financer après. C'est-à-dire, comme eux, ils ont 100% de taux de CDI après la formation, c'est-à-dire les gens qui viennent d'être avant, il y en a certains, avant même de terminer leur formation, ils ont signé leur CDI. Parce que les entreprises qui viennent, c'est des entreprises partenaires qui ont besoin de sales, ils ont besoin de commerciaux. Et en fait, ce métier-là est en pénurie en France. Et donc, ces entreprises-là, elles y gagnent parce qu'elles viennent former leurs futurs sales. Et elles savent que ces gens-là qui vont sortir de cette école-là vont être opérationnels, même au-dessus de ça, ils vont être au taquet. Et donc, pendant tous les 4 mois, il va y avoir un accompagnement RH. Donc, quand je dis accompagnement RH, c'est tout ce qui est CV, profil LinkedIn, passer les entretiens, la tenue, il y aura même du relooking à ce qui paraît. Donc voilà, la totale. C'est-à-dire, tu as tout ce qu'il faut, même un CV vidéo, tout ce qu'il faut pour te vendre. Et d'ailleurs, la presse s'appelait closer ton CDI. Donc, tout est en jargon sales. Tout va être, et en réalité, c'est vrai, parce que quand tu vends quelque chose, et quand tu veux intégrer une société et que tu fais des entretiens, en fait, c'est toi que tu vends. Tu te vends. Tu te présentes. Donc, tu as intérêt à savoir te vendre pour que derrière l'interlocuteur, l'entreprise ait envie d'aller plus loin avec toi. Donc, tout ça, et là, ça m'a fait un peu marrer parce que on a refait le disque. Le disque, c'est le fameux jeu de couleurs. Coucou Sabrina. C'est le fameux jeu de couleurs. Donc moi, je l'avais déjà fait il y a longtemps à CGG. Je l'ai refait à l'occasion d'un atelier qu'on avait fait au sein de l'association pour se comprendre et se connaître, pour connaître les autres, donc se comprendre pour comprendre les autres. Et là, c'était les fameuses couleurs, avec le vert, le jaune, le rouge et le bleu. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, pour savoir dans quelle entreprise, alors c'est ce qu'elle nous dit, c'est Charlotte, c'est elle la coach qui nous accompagne sur tout ce qui est RH. Elle, premier volet, c'est nous connaître, nous-mêmes. Et donc là, à travers déjà l'exercice du 360, donc ceux qui ne connaissent pas cet exercice-là, c'est des questions précises qu'on doit poser à notre entourage professionnel, personnel, familial. Et donc, on va prendre les témoignages des gens par rapport à ce qu'on leur a posé comme question. D'ailleurs, j'ai envoyé mes questions à mon ancien boss, à des copines, des anciennes collègues, à mon entourage familial, à des personnes que je connais, pour récupérer un peu le feedback de partout. Il faut pas avoir peur du feedback. Donc, en gros, si tu as un défaut qui peut te ralentir lors de ton entretien, si tu es embauché quelque part, si tu travailles avec des gens, il vaut mieux que tu le saches, il vaut mieux que tu t'adaptes en fait. Mais bon, là on parle pas de défaut, hein. Les questions c'est qu'est-ce que vous aimez chez moi, qu'est-ce que comment elle est ma personnalité selon vous, et donc les gens te répondent comme ça. Donc ça c'est le 360. L'autre c'est le disque. Moi je l'avais déjà fait, je suis une jaune brillante. Il y avait un autre test qui s'appelle le Kersey. Le Kersey c'est un test pareil qui donne un peu le profil mais d'une autre façon. Donc moi sur ce Kersey je suis quoi sur le Kersey? Je l'ai fait, mais j'ai oublié ce que je suis comme... En fait, alors je sais plus... Je le sors, je vais continuer à vous parler, je vais le sortir sur mon PC. Il y a un autre test aussi qui s'appelle le Schwartz. Donc le Schwartz, c'est un test qui va nous dire quelles sont nos valeurs. Et donc, il y a 10 valeurs triées par ordre
décroissant de la plus importante à la moins importante à nos yeux. Et donc, pareil, c'est une série de questions auxquelles on répond. Et donc, ça nous donne nos valeurs. Et moi, ma valeur principale, c'est l'autonomie. Donc, en fait, ça peut aller jusqu'à 100%. Et moi, c'est l'autonomie et l'autodétermination qui est carrément à 100%. Donc, ça veut dire quoi? Mes motivations, c'est l'indépendance de la pensée, de l'action, créer, choisir, explorer. Donc, moi, ça me m'étonne pas. C'est quoi mes valeurs? La créativité, la liberté, l'indépendance, la curiosité et choisir ses propres buts. Bon, ceux qui me connaissent, ça ne les étonne pas. Donc voilà, c'est ma plus haute valeur. Je vais pas vous prendre la tête avec mes valeurs à moi, mais si vous voulez, je peux vous donner les liens pour que vous fassiez ces tests-là pour les valeurs. Je vous disais le test de Kersey, c'est je suis artisan. Donc l'artisan, c'est les gens qui sont un peu artistes, hein, qui aiment bien faire, qui aiment bien... en fait, ils vont à fond. Donc, ils aiment bien les choses concrètes. Et ils aiment bien être là où c'est l'action. Oui, je t'enverrai le lien des valeurs, Sabrina. Donc, les artisans aiment être là où il y a de l'action. Ils aiment l'aventure et ils ont toujours faim, ou comme on dit en français, soif, d'être stimulés et avoir du plaisir. Donc, pareil, le plaisir ressort parce que c'est ma deuxième valeur. J'aime bien profiter de la vie. Je me prends pas la tête. Voilà, ça ressort, c'est mon deuxième, c'est à 93%. Et derrière, ça tombe à 75%. Et c'est l'accomplissement et la réussite. Succès personnel obtenu grâce à la manifestation de compétences socialement reconnues. L'ambition, l'orientation vers le succès, la compétence et l'influence. Donc, c'est des trucs qui ne m'étonnent pas finalement. Mais voilà, donc ça, couplé avec le disque, couplé avec le Schwartz, non, c'est ça le Schwartz, couplé avec le Kersey pour l'artisan, et surtout, bon, comme on veut être sales, il y a des tests de personnalité qui disent quel vendeur vous êtes. Et donc moi, dans les vendeurs, je suis docteur. Donc il y a plein de profils différents. Il y avait notamment chasseur, winner, je sais plus quoi. Et donc docteur, les choses que je sais très bien faire, c'est la méthode et la méthode et quoi? C'était la méthode et l'écoute et la conclusion. Donc je ne lâche pas l'affaire tant que j'ai pas signé, apparemment, parce que voilà, moi je me considère comme une piètre closeuse. On verra. Mais les axes d'amélioration, c'est la prospection et la perspicacité. C'est-à-dire la prospection, c'est-à-dire j'appelle et je ramène des clients from scratch. Moi, j'aime bien quand les gens viennent à moi et j'ai du mal à aller vers les gens pour prospecter. C'est ça, prospecter. Et ça ne m'étonne pas. J'ai peur de déranger et tout et tout. Et la perspicacité, ça veut dire que je suis stupide. Non, je rigole. La perspicacité, ça veut dire parler d'argent et faire signer son client n'est pas toujours simple. Si vous n'êtes pas à l'aise, projetez-vous sur les gains que vous lui apportez. Et ça remonte mon problème avec l'argent. J'ai du mal à demander de l'argent. J'ai du mal à demander aux gens de me payer. Et je l'ai vu même dans mon business. Hein. C'est ce que je vous disais au début. Malgré que je fais des choses qui coûtent cher, eh ben je fais pas payer. Et donc les gens, ils ont l'impression que c'est gratuit et du coup ça n'a pas de valeur. Donc ils vont acheter des choses qui sont de moins bonne qualité mais plus chères. Parce que je ne valorise pas assez ce que je donne parce que j'ai peur de faire payer les gens en fait. Donc je ne m'estime pas à ma juste valeur. Je parle du service. Donc voilà, donc ça et plein de trucs font notre premier devoir. Donc le premier devoir, ça sera un devoir RH. C'est de cerner notre soi, c'est-à-dire cerner comment nous on est. Quand on va cerner comment nous on est, on fait un petit résumé par rapport à ça, et ça,
ça va tout de suite nous montrer vers quoi on veut aller. Donc, quand les rôles vont arriver, les entreprises, etc., nous, on sait déjà comment on est. Donc ça va nous aider pour savoir ce qu'on convoite, en fait, ce qu'on veut. Donc, voilà. Ensuite, on avait parlé des différents cycles de vente. Tout ça, en fait, moi, ça ne me disait mais absolument rien. Donc, moi, je pensais qu'être commercial, c'est être commercial, basta. C'est vendre des choses et basta. Non, en fait, être commercial, il y en a qui sont spécialisés dans chacun des cycles de vente. Par exemple, il y en a qui font que de l'avant-vente. Ils font que de la prospection. C'est-à-dire, ils appellent et ils bookent des rendez-vous pour des commerciaux. C'est-à-dire, eux, on les appelle souvent des BDR, Business Development Representative. On les appelle les BizDev, les Business Developers. On les appelle les Lead Generators, c'est-à-dire ceux qui ramènent des leads. On les appelle tous ces trucs-là. Mais en fait, tout ça, ça veut dire de l'avant-vente. C'est-à-dire, t'appelles ou, par exemple, je vais vous donner un exemple sur une entreprise qu'on connaît tous qui est Doctolib et puis des étudiants qui sont sortis de la promo d'avant et qui sont déjà chez Doctolib et qui cartonnent d'ailleurs. Donc, eux, il y en a un qui travaille dans les équipes qui prospectent dans le dur, c'est-à-dire les gens n'ont pas manifesté le besoin d'aller sur Doctolib, les docteurs, les dentistes, les généralistes, etc. Donc, ils vont les voir, ils les appellent pour leur demander s'ils veulent bien machin, pour booker un rendez-vous. Et ensuite, donc ça, c'est l'avant-vente. Donc, par exemple, tu en appelles 100, déjà, tu arrives à parler à 50 personnes. Et ça, oh, il y a Marie. Et ça, en fait, c'est ce que nous, on connaît pas à la base. C'est ce que nous, on sous-estime. Parce que nous, quand on nous dit on va vendre, on se dit, ouais, vendre, c'est signer. Et en fait, il y a plusieurs métiers. Et ça va nous aider à nous positionner à chaque fois dans chacun de ces métiers-là. Et donc, pendant toute la semaine, c'est « Hello Marie !» Pendant toute la semaine, c'était déjà les basiques pour qu'on puisse se situer. Est-ce qu'on est dans l'avant-vente? Est-ce qu'on est dans la vente? Ou est-ce qu'on est dans la pré-vente? Donc voilà, donc ça c'est l'avant-vente. Quand on dit qu'on est en train de vendre, c'est tous ces métiers qui s'appellent ingénieur commercial, ingénieur d'affaires, account exécutive. En fait, nous, quand on voit les offres, on ne comprend pas. Et donc déjà là, tous ces jargons-là, c'est quoi un prospect, c'est quoi un lead, comment est-ce que, voilà, un client, quand on dit success, voilà. Et la troisième, voilà, je saute du coq à l'âne, mais je pense que vous m'avez compris. Le troisième cycle de, la troisième étape dans le cycle de vente, c'est le success management. C'est alors, faut que je regarde ma feuille. Hein. Alors moi, je vous explique, comme ça me fait réviser. C'est la pré-vente. La pré-vente, c'est tous ceux qui appellent pour voir si ça s'est bien passé. Et souvent, c'est ceux qui signent pour des nouvelles fonctionnalités. Parce que soyons honnêtes, quand quelqu'un nous vend quelque chose et qu'après, on n'entend plus parler de lui, et que quand on appelle pour avoir un problème, on ne voit personne, on ne veut plus de ce service et on ne le conseille pas à d'autres personnes et on change d'interlocuteur. Donc, le travail de ceux qui fidélisent les clients, c'est la pré-vente. Que ça soit s'il y a un problème ou même s'il n'y a pas de problème, on les appelle. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Et donc ça, c'était les cycles de vente. On a parlé aussi de toutes les... quand on dit une vente en one shot, quand on dit une vente en cycle en courte, en moyen, en long. Et en fait, ça parle directement de qui est ton client, à combien tu as signé, est-ce que c'est un gros montant, un petit montant, et combien d'interlocuteurs tu as eu en face. Et donc, nous, dans notre on va dire, moi, dans mon environnement d'agence, de petite agence digitale, me suis là, en l'écoutant parler et en écoutant les définitions de chacune d'entre elles, avec les exemples, parce que bien sûr, à chaque fois, c'était des exemples d'entreprises qui le font, je me suis rendu compte que je mettais trop de temps pour peu d'argent. Je m'explique. Si ton contrat, si tu vends quelque chose à 100 euros, 500 euros, 1000 euros,
et que tu passes des heures à parler à cette personne, c'est que c'est pas rentable. Moi, c'est ça que ça m'a... Ça, on n'en a pas parlé vraiment parce que eux, c'est une définition standard. Mais cette définition standard m'a permis à moi de savoir que j'étais à côté de la plaque. Quand on se permet de faire plusieurs rencontres avec ton client, quand on se permet de faire 2, 3 rencontres avant de signer, c'est que ton client va te ramener beaucoup d'argent. Si tu passes ton temps à faire des allers-retours, et je parle notamment de ceux qui vendent et qui répondent aux gens sur Messenger, sur machin, les gens ils t'appellent par texto, moi ils m'appellent au téléphone, ils me demandent des trucs et tout, et finalement, ah non mais c'était juste pour savoir. Mais en fait, je gérais mal mon côté où tu prends le rendez-vous. Si c'est de l'avant-vente, c'est pour pointer un rendez-vous, et c'est lors de ton rendez-vous où tu écoutes ton client et tu fais ton truc. Nous, on mélange tout en fait. Les gens, ils t'appellent et tout de suite, ça coûte combien? Ah oui, parce que moi, c'est... Et en fait, là, ça me remet un peu les pendules à l'heure. Et ce n'est que le début. Parce que ça, c'était... comment, par exemple, quand on dit une vente longue, ça peut prendre des années. Mais si ça prend des années, c'est que le contrat derrière, ça va chiffrer et qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs. Donc, tout de suite, on pense une vente longue, beaucoup d'interlocuteurs et c'est un gros contrat. Donc, les gens qui passent des années à te contacter pour un site internet, next. C'est méchant, mais voilà quoi. C'est des principes qu'on ne connaît pas quand on n'y a pas été, quand personne ne nous les a fait comprendre. Donc, voilà. Et là, on est... Oui, ça peut augmenter la confiance du client si c'est un client. Mais il y en a dans ce lot-là qui ne seront jamais tes clients. Si pour un panier moyen de 100 €, tu passes 5 heures à parler avec ton client, c'est pas rentable. C'est pas rentable du tout parce que le temps que tu passes avec ton client pour qu'au final, il mette 100 €, c'est du temps, c'est de la perte sèche pour toi. En tout cas, moi, ça m'a fait des déclics. Mais là, peut-être que c'est pas vraiment ça, parce que quand tu fais la formation et que tu es sur place et que il t'explique tout ça avec des vrais exemples, en fait, tu percutes plus vite. Et ça, j'essaie de mettre, j'ai pris des notes, hein. Franchement, ça, c'est des notes que j'ai prises en plus de mon cahier. Parce que oui, on a des slides, mais quand on écrit, on retient mieux. Et je sais que j'aurai les slides, mais avoir des slides sans que toi, tu les aies pensés, réfléchis avant, ça ne sert à rien, quoi. Donc, le truc, c'est que quand tu les vois parler, tu vois des vrais exemples de vraies entreprises avec des vrais clients, des clients qui sont heureux et satisfaits. Grosso modo, le client qui voit que tu as un timing serré, pareil. Ça, pourquoi je l'ai vu aussi quand on a fait des exercices de jeu de rôle. Alors, Sabrina, on a fait un exercice de jeu de rôle et à chaque fois qu'on faisait des exercices de jeu de rôle, et là, on faisait un exercice pour prospecter des restaurants pour qu'ils prennent un contrat Deliveroo. Donc, tu appelles le resto et tu lui demandes pour que tu prennes rendez-vous pour un commercial pour que ce restaurant-là, il souscrit à une offre Deliveroo. Et en fait, nous, quand on a fait l'exercice, il y en a qui ont, en voulant prendre rendez-vous, se sont mis à parler des... Non, mais Deliveroo, c'est comme ça et pas comme ça. En fait, ils sont rentrés dans la vente comme on fait, nous, en fait. Et donc, derrière chaque exercice, on a fait un exercice avant-vente, un exercice vente et un exercice après-vente. Et après chaque fois que nous, on s'est prêté au jeu, après que chacun d'entre nous s'est prêté au jeu, eh bien les sales coach venaient et ils refaisaient le même truc, mais eux avec 15-20 ans d'expérience. Et donc eux, forcément, on voyait le truc arriver. Et par exemple, quand le client te dit j'ai pas le temps, moi je veux vous voir demain, et que en gros toi tu vas pas décaler ta vie entière pour mettre ce client là demain. Et déjà donc là il lui a dit non, par contre je peux vous booker tel jour et tel jour et tel jour. Et du coup le client il a pris tel jour. Grosso modo tu restes maître de ton planning.
Et moi, ça, je le faisais jamais, par exemple. Moi, je me mettais au service de mon client, soi-disant. Mais le nombre de gens que j'ai renseignés qui ne sont jamais passés chez moi, il est énorme. Et en plus de ça, ces gens-là, ce qui est pénible, c'est pas que tu renseignes les gens. Ce qui est pénible, c'est que comme tu les renseignes de façon gratuite et sans qu'ils te l'aient demandé, grosso modo, tu as envie de donner beaucoup de valeur, eh bien, eux ne sentent pas que c'est un service de qualité. Voilà le truc. Donc ouais, je mélange un peu, mais je vais revenir sur le programme de Icono et puis ma semaine. Derrière, un truc super intéressant. Alors, on a parlé du disque et on a parlé de comment nous on est. On a eu une matinée entière pour savoir comment notre interlocuteur est et qu'est-ce que ça voulait dire par rapport à, par exemple, c'est notre client. Quand ton client est rouge, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ses besoins? Quand ton client est jaune, c'est quoi ses besoins? Pour pas faire de boulettes, quoi. Et comment les reconnaître? En gros, si ton client, il est rouge, toi, t'arrives au rendez-vous et que tu commences à parler de... T'as mis du temps à te garer, tu commences à tourner autour du pot, là, t'es mort, mon pote. Donc, en fait, par rapport à la couleur, et quand on dit ça, on met pas les gens dans des cases, c'est juste des facilitateurs. Et souvent, en gros, t'as la personne en face, tu crois qu'elle est de telle couleur, mais quand tu discutes avec elle, bah forcément, tu vas voir plus de détails et plus de nuances. Hein, on n'est pas juste une couleur. Mais ça facilite et ça te permet de pas faire de boulettes sur ta première impression. Donc voilà, donc ça c'était hyper intéressant. On a parlé des typologies d'entreprises parce que si tu vends à nous, Sabrina, c'est pratiquement du B2C. Nous, c'est pratiquement du B2C qu'on fait. Toi, c'est du B2C carrément. Mais en fait, comment tu connais la couleur du client? C'est y a des choses qui te trompent pas. Alors, ce qu'il nous disait, et c'est vrai, hein, on se rend même pas compte. Tu as un rendez-vous avec un client, tu viens d'arriver, le client, il vient, il t'accueille à l'entrée, il te serre la main, il te la casse. Il a une poignée de main ferme et il te dit, bon, vous allez là-bas, vous me suivez-moi. Déjà, il est rouge. Il t'accueille, il te dit, bon, vous avez un quart d'heure, machin, pour me présenter ça, bah, il est rouge. Si là, par exemple, t'as ton client qui t'accueille et qui te dit bonjour, comment ça va, comment ça va, est-ce que vous vous êtes bien garé, vous avez trouvé, enfin, vous êtes bien garé, est-ce que vous avez trouvé de la place pour vous garer, est-ce que ça a été les bouchons et tout. Ah bah ça c'est tu vois c'est comme ça que tu arrives à un petit peu à connaître ton interlocuteur et qu'est-ce que tu disais, c'est quoi B2C? OK, donc ça aussi pareil, un petit coucou Flora, un petit récap. B2B c'est quand tu vends des entreprises. B2C c'est quand tu vends des customers, des consommateurs. Donc business to business et business to consumer. C'est bon, Sabrina? Et ce que je te disais, qu'on faisait pratiquement du B2C, malgré que moi, je fais des sites internet. Donc, par définition, tu fais du référencement du site internet, tu le fais pour des business. Donc, business to business. Mais comme je me suis attaquée à la cible vraiment d'entrepreneurs qui démarrent, eh ben, en fait, je leur parle comme si je parlais je leur parle comme si je parlais à un consommateur. Et eux, ils me parlent aussi comme s'ils parlaient à quelqu'un à Carrefour, tu vois. Donc moi aussi, je me suis tiré une balle dans le pied. Ça aussi, cette posture, elle est à travailler. Et je pense que ça viendra aussi. Donc les typologies d'entreprise, les TPE, PME, les ETI, c'est quoi la différence entre eux, comment on est quand on vend vers, c'est quoi qui diffère quand on vend pour une TPE, pour une PME, pour une ETI. Tout ça, ça fait partie des bases, hein. Tout ça, ça fait partie des basiques. Après, on s'est intéressé un petit peu plus aux startups. Pourquoi? Bah, facile. Iconoclast, c'est une startup et elle est... c'est ça Flora. Iconoclast, c'est une startup et les entreprises qui vont venir pour nous entraîner et pour en fait nous faire bosser pour elles et pour nous recruter derrière, c'est des entreprises qui, pour la plupart, ou sont des startups, ou sont des grosses startups. Enfin,
Doctolib, c'est quand même une grosse start-up. C'est pas juste une boîte qui vient de démarrer. Donc, mais ils sont dans l'univers start-up. Et quand on parle de l'univers start-up, en fait, on nous a piqué avec tous les concepts de la start-up. C'est quoi une start-up? C'est quoi les termes qui reviennent souvent? Le early stage, ce que c'est, la start-up, la scale-up, le MRR, le ARR, le churn. Tous ces mots barbares qu'on ne connaissait pas forcément. Et là, on commence à se dire. Donc pour info, quand comme ça, quand les gens vont venir, ils vont parler. Voilà, c'est ça notre ARR, c'est ça notre MRR, le taux de churn et tout. On va pas être comme on va pas être comme ça étonné. Voilà. Donc un dernier truc, non presque un dernier truc, c'était les qualités d'un bon commercial. Ça, j'ai envie de le dire parce que moi, ça m'a trop fait délirer. Alors moi, on m'a toujours dit qu'un bon commercial, faut que ça soit un bon parleur. Et on m'a souvent reproché justement. On m'a toujours, au boulot, parce que je fais de la gestion de projet, grosso modo, j'essaye de vendre des projets avant que, déjà, de convaincre et de vendre l'idée pour que le projet naisse, pour que je puisse justement avancer, pour que je puisse positionner mes équipes, etc. Donc j'ai toujours été dans plus ou moins de la persuasion et de l'influence. Et donc, on me dit, ouais, toi tu fais trop de blabla et tout, tu sais bien faire les PowerPoint, tu sais bien vendre tes trucs, toi t'es un bon commercial, parce que t'improvises. Alors, un bon commercial, ça peut être plein de choses. Mais l'impro, ça fait pas partie du truc. Ça, faut vraiment que je le mette dans ma tête. Parce que je commence, là, j'ai fait des notes. D'habitude, je fais jamais de notes pour faire de live. Même quand je veux faire une démo d'un truc, je ne prépare jamais. Je suis la reine de l'impro. Et par rapport au métier de commercial, c'est le truc qui tue. Donc, j'ai pas d'a priori. Hein. Je ne me dis pas, voilà, moi je suis... comme ça, ils racontent n'importe quoi, je continue comme je suis. Je suis venue à cette école-là pour apprendre, je ferai ce qu'on me dit. Et donc, ils nous ont, voilà, les meilleures, les qualités, les qualités d'un bon commercial. Alors, je vais vous dire les qualités qui sont ressorties. L'écoute, la résilience et l'organisation. Et en gros, non, on ne parle pas de... tu prépares pas, tu prends pas des notes. Pareil, le client, quand il est en train de te parler, tu prends des notes pour que derrière, tu puisses récupérer ça. Pour, par exemple, s'il y a des objections, que tu puisses rebondir dessus. S'il a parlé des choses, s'il a dit des choses, ça fait partie de ses besoins, que tu puisses lui dire, moi, mon truc, il fait ça. Par rapport à ce que lui, il a dit. Salut, Beslie. Et donc voilà, c'est important. Donc voilà, l'organisation, il faut vraiment être super organisé pour être un bon commercial. Et ça, je m'en doutais pas. Mais l'impro, ça m'a quand même surpris, quoi. Donc tout ce qu'on m'a raconté, et c'est là où j'avais posé la question. D'ailleurs, je l'ai publié sur LinkedIn. Il y a eu pas mal de gens qui m'ont répondu. Moi, on m'a toujours dit, un bon vendeur, c'est vendre n'importe quoi à n'importe qui. Un bon vendeur, c'est vendre un congélateur à un esquimau. Et je l'ai posé la question à mon sales coach, qui s'appelle Arnaud. Et par rapport à ça, en fait, j'avais trop peur qu'ils me disent oui. Mais vraiment, hein, d'ailleurs, je me suis posé la question. Est-ce que je dois lui poser la question ou pas? Parce que s'il m'aurait dit oui, ça aurait été compliqué pour moi. Parce que j'ai jamais pu... ça se voit quand je suis pas convaincue. Et donc, quand je suis pas convaincue que le truc que j'essaye de vendre, c'est la bonne chose qui correspond à ce que la personne d'en face elle a besoin, j'y arrive pas, quoi. Et peut-être que c'est pas bien, mais au moins, il m'a dit que techniquement, alors lui, il est trop fort. Techniquement, il a dit, il pourrait le faire. Parce qu'il a les techniques pour le faire. Et je sais pas c'est qui avait dit la vente c'est 90% d'art. Non,
90% de technique et 10% d'art. Un truc comme ça. Grosso modo, il n'y a pas de hasard dans la vente. Et il y a des trucs précis qui mènent vers le deal. C'est pas un truc, comme j'aime bien faire, un truc artistique. Un truc artistique sur lequel tu vas venir joyeusement faire n'importe quoi. Ça marche pas. Donc, il y a assez de chiffres, il y a assez de stats, il y a assez d'études, il y a assez d'écoles et tout. Et puis, assez de résultats pour prouver que si t'es pas organisé et que tu t'arranges avec un truc bien cadré, que tu ne signes pas. Donc, pourquoi se fatiguer? Là, je suis en train de me dire que je fais à la base une formation pour devenir sales, mais ça va me servir partout. Dans mon entreprise, dans mon futur boulot, dans l'association, tout ça, en fait, parce que c'est bien cadré et ça t'explique les bases. C'est pas de l'intuition. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, tu vends pour quelqu'un d'autre, Sabrina, par exemple, tu es... justement, c'est ça l'avantage de ces entreprises qui sont, on va dire, plus jeunes. Moi, j'avais peur de ça parce que à 40 ans, me pointer dans une start-up où je vais être constamment avec des start-up et où la population est très jeune, j'avais peur de ça et d'être en gros le dinosaure de la bande, quoi. Mais, je suis pas le dinosaure parce qu'il y a plus vieux que moi. Non, je rigole. Non, ces startups-là, pour réussir, ils font pas que danser, quoi. Donc, c'est de la vraie méthode. 2, c'est des gens qui sont pas de l'ancienne école. Donc, c'est pas, l'ancienneté, l'expérience, nanani. Non, t'as une méthode, tu donnes ta méthode, tu la déroules de bout en bout et c'est fini. Donc, c'est pas de l'intuition, c'est pas du freestyle, c'est tout sauf ça. Et moi, c'est la découverte. Donc, voilà, ça, c'est... Oh, il y a Walid. Coucou, Walid. Et je suis un peu perturbée parce qu'il y a plein de messages de l'autre côté. Et du coup, moi, je voulais pas dire parce que j'allais pas être perturbée. Et là, je me sens un peu bizarre, là, depuis que Marie est passée. Marie, c'est la fondatrice de Iconoclast. Donc, c'est pas tous les jours que tu vas parler d'une formation et qu'il y a la fondatrice qui vient squatter ton... C'est compliqué. Bon, bref. On va continuer. Alors, vendredi, l'exercice de dingue, c'était LinkedIn. Je sais pas comment vous le dites, vous. Moi, je dis LinkedIn. Tant pis pour mon accent. C'était... Alors, tout ce qui pose problème. Tu rigoles, hein, Sabrina? C'est la galère. Tout ce qui pose problème. Déjà, ceux qui n'avaient pas de compte, on les a aidés à faire des comptes. Les 3 premiers jours, justement, on était là-bas parce qu'on a pris des photos. Ouais, j'ai l'impression. Parce qu'on nous a fait prendre des photos. En gros, des trucs de pro avec tout ce qu'il faut, quoi. Bon, j'aime pas trop ma photo, mais on va jouer le jeu et aller jusqu'au bout. Et en fait, il y a personne qui aime sa photo. Même quand c'est un photographe pro qui l'a fait et que t'as des effets et que t'as du Photoshop, personne n'aime voir sa tête en photo. Donc, voilà. Salut Sylvaine. Et donc voilà, donc on a fait le LinkedIn, comment on l'a fait? On avait carrément un template. Donc je vous dis, il n'y a pas d'approximatif, il y a beaucoup de fantaisie, oui, mais il n'y a pas d'approximatif. Donc un bon profil LinkedIn, il est comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Voilà l'exemple. Prenez ce que vous voulez prendre. Voilà le lien. Il n'y a pas de vas-y, je vais faire comme je veux, machin et tout. Parce qu'en fait, oui, on peut faire comme on veut. Mais pour sortir un profil LinkedIn au bout de 3 heures, faire sa première publication avec sa photo machin et que tu tagues les gens et que les gens répondent, etc., ben, il faut être préparé au moins en amont. Et c'est ce qui s'est passé. On avait des photos déjà prêtes avec la photo qui avait été prise le 2e jour. On avait... Ouais, donc toutes les photos ou le 3e jour, je me rappelle plus. Les photos avaient été préparées. La bannière, pareil, assortie avec la photo, avec le fond qu'il faut, etc., le truc de pro. Le résumé, pareil. On n'a pas tous le même résumé. Mais ils nous ont donné tellement d'éléments
que chacun a pioché et a réadapté ça à sa sauce. Et ce qui était marrant, c'est que on avait la méthode en fait. Et derrière, on ne voyait que nous sur LinkedIn. On a plombé le truc tellement il y avait des publications les uns sur les autres, les uns qui taguent les autres, etc., etc. Donc c'était incroyable le vendredi matin. Vendredi matin, oui. Donc ça, c'était le vendredi matin. L'après-midi, on a parlé de débrief et de feedback. Et là, c'est quoi la différence entre un débrief et un feedback? Comment donner comment bien débriefer, comment donner un bon feedback. Ça, c'est important. Pourquoi est-ce qu'on a appris ça? Parce que pendant toute la formation, quand on va faire les exercices, donc comme je vous ai dit, c'est presque 80% de pratique, on va appeler des vrais clients pour des vraies entreprises, pour leur vendre les services de l'entreprise, pour booker des rendez-vous. Et quand on va faire ça, on sera pas jugé, j'aime pas le terme, mais on sera débriefé derrière. Débriefé par quelqu'un de l'équipe et un sales coach. Voilà. Donc débriefé avec des règles. Parce que nous, quand on dit voilà, on va débriefer, on va tout de suite penser oui, alors t'as pas bien fait ça. Non, même sur ça, il y a une méthode. Et donc ça commence toujours par comment tu te sens, comment tu t'es senti quand t'as fait ça. Et en fait, c'est un exercice que même si t'as personne autour de toi et que c'est toi qui as été en rendez-vous, toi tu te débriefes toi-même. Donc c'est des clés qu'on a pour débriefer avec les autres, mais c'est des clés qu'on fait nous aussi, afin que ça soit constructif, exactement Sylvaine. Donc en gros, t'arrives pas à dire, tu viens pas après que la personne raccroche en disant ouais t'as tout foiré, ça c'était pas bon, pourquoi t'as dit ça, enfin c'est pas comme ça que ça marche, afin d'apprendre de ses erreurs et de ses réussites. Exactement, et ça commence par les réussites. Donc comment tu te sens, qu'est-ce que t'as bien fait et qu'est-ce que t'aurais mieux fait. Un truc. Et voilà, pour rester focus en fait, parce que sinon on commence à balayer tout et c'est pas bon. Et ça, j'ai trouvé ça excellent. Donc là, avec vraiment de la structure, c'est quoi la première étape du débrief, c'est quoi la deuxième étape du débrief. Et ça, c'est ce qui va nous suivre tout le temps. Donc, je pense que pendant la première semaine, oui, alors le programme, c'était que pendant la première et la deuxième, je me rappelle plus, mais en gros, on va avoir une période sur laquelle on va parler de toutes ces bases. Et derrière, on va zoomer, la semaine prochaine, on va zoomer sur l'avant-vente. Donc derrière, on va direct travailler pour une entreprise. D'ailleurs, je ne me rappelle plus. Parce qu'on a en fait le planning, on l'a cette semaine pour la semaine d'après. Cette semaine pour la semaine d'après. Et à chaque fois pour préparer, si on veut préparer, se renseigner sur l'entreprise qui va venir. Parce qu'il faut être proactif en fait. Et donc ça, c'était pour le débrief. Et dernier truc qu'on a fait, c'était le storytelling. Ça, c'est pour toi, Virginie. Je sais pas si tu es là. Donc, on a parlé de storytelling. Storytelling, pourquoi? Parce que à un moment donné, quand on veut vendre quelque chose, c'est plus efficace de raconter une histoire que de venir dire bah voilà, ça fait ci, ça fait ça, ça fait ci, ça fait ça. Et donc, quand on raconte une histoire, ouais, excellent. Quand on raconte une histoire, les gens accrochent, en fait. Les gens nous suivent et s'imaginent en train de faire la chose. Et pour un bon storytelling, il y a des règles. Et par rapport à ça, il y a une espèce de trame qu'on a eue. Et derrière, à tour de rôle, on est passé. Et en fait, avec cette pandémie, c'est compliqué parce que avant de passer, tu te nettoies les mains pour toucher le micro, l'autre. Enfin, c'est un peu, on va dire, compliqué. C'est pas naturel comme si tu venais, personne se serre la main. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais grosso modo, c'est ça. Pour que la personne se souvienne mieux. Et c'est vrai en plus. Donc, chacun d'entre nous devait raconter une histoire par rapport à un truc qu'il a fait, qu'il a vu. Et non, par rapport à un film. L'exercice, c'était ça. Racontez-moi un film par rapport à cette trame qu'il nous avait donnée. Une trame précise. Donc, par rapport à cette trame, tu racontes un film. Et donc, on avait tous la même trame.
Et on est tous montés avec le micro et on a raconté un film. Mais ce qui était marrant, c'est que, par exemple, le film Gladiateur, il est ressorti 3 ou 4 fois. Mais les 3 ou 4 fois, c'était une histoire différente, même avec la même trame. Pour dire qu'en fait, les personnes, elles ont été marquées par des choses différentes dans le même film. Pareil, moi, j'avais raconté le film À la recherche du bonheur, du bonheur, et il y en avait un autre qui l'avait raconté avant. Ça n'avait rien à voir. Même si moi, j'ai reconnu le film quand il l'a raconté. Mais le fait d'avoir une trame, en fait, cette trame, en tout cas, particulièrement efficace, te met, en fait, te trace dans ton esprit le cheminement. Tu te perds pas, parce que c'est vrai que quand on raconte une histoire, parfois on se perd dans les détails et en fait on n'a plus c'est ce pitch, ouais, c'est le pitch. On n'a plus on ne sait plus pourquoi on a parlé de ci ou pourquoi on a parlé de ça, et pareil, ça rentre dans la préparation. Donc quand tu racontes une histoire, tu vas pas te mettre à raconter joyeusement les trucs comme je fais. Tu vas faire un espèce de une structure. Et la structure efficace, tu vas la garder. Tu vas essayer, et celle qui est efficace, tu vas mesurer, tu vas la garder. Voilà, donc c'est sur ça qu'on a terminé. C'est sur ça qu'on a terminé hier. Oui, hier. Après, on a reçu la visite d'anciens e-commerce qui sont chez Doctolib. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. La dernière promo, elle a terminé il y a même pas un mois. Oui, il y a même pas un mois. Eh ben, ils sont déjà en CDI. Ils sont déjà en CDI dans plein de boîtes, des super boîtes en plus. Et ça se passe très très bien. Et même certains sont déjà les numéros 1 des équipes de vente. Moi, hier, j'ai posé une question. Mais c'était pas... Je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils peuvent être les premiers, les meilleurs? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette entreprise, elle recrute des vendeurs qui savent pas vendre? Ou c'est eux qui sont particulièrement bons? Et en fait, la réponse, c'était pas que... Non, c'est que c'est eux qui sont particulièrement bons. Parce que l'entreprise, non seulement elle recrute des gens qui ont déjà un passif de commercial, mais en plus de ça, la boîte les forme. Ils passent 3 semaines à être formés. Mais malgré tout, ceux qui sont sortis de Iconoclast, c'était les top numéro 1 vendeurs de la boîte le mois d'après. Donc pour vous dire la puissance du truc. Moi, je suis pas très dans le ouais, on va être les meilleurs, on va tout casser, je suis pas trop dans le mode je veux être sur la lune et tout le monde restera sur terre. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je suis pas trop dans ce mood-là. Mais c'est vachement stimulant en fait de savoir que tu seras pas dans la moyenne. Moi, j'ai jamais cherché à être dans la moyenne. J'ai toujours aimé performer. Et c'est voilà le fait de performer, mais à ma façon. J'ai jamais cherché à écraser les gens. Ou c'est à chaque fois on mélange ambition et ambition et ce côté malsain de l'ambition. Mais le fait de savoir que les gens qui passent par cette école, c'est des top performeurs, eh bien ça me rassure. Ouais, c'est ça. En fait, tu performes, donc t'es bon dans ce que tu fais, et derrière, comme toi, t'as tes valeurs et tout, tu véhicules tout ça et tu emportes tout ça avec toi. Et si tes valeurs correspondent à la valeur de la boîte, eh ben c'est tout bénef, quoi. Donc en fait, tu performes en faisant performer la boîte. C'est un tout. C'est comme si, en fait, c'est ça. Performer, ouais, pour moi, performer, c'est pas des dollars. C'est qu'en fait, t'es à la bonne place pour vendre le bon truc à la bonne personne. En gros, tu leur rends service. Et là, je sentirais plus cette espèce de blocage qui m'empêche de vendre, en fait. Donc voilà. Donc ça, c'était un retour par rapport à ma première semaine. Ça a été long parce que j'ai commencé par expliquer d'où je viens, pourquoi j'ai choisi cette école, qu'est-ce que j'ai de différent par rapport aux autres qui peut-être viennent d'avoir le bac ou sortent d'une école de commerce. Moi, j'ai un esprit cartésien, je suis un peu une ingénieure, j'ai fait de l'informatique, j'ai déjà une carrière derrière moi. On va dire que je suis pas un modèle standard
Voilà. Donc voilà. Hey, Kevin, c'est toi? Je pense que c'est toi, Kevin. Ouais. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à un maximum de questions. J'espère que je vous ai assez expliqué sans expliquer pour que vous puissiez vous imprégner de l'esprit de cette boîte, de cette école. Et si vous avez des questions, ah, j'en étais sûre, j'ai reconnu ta petite tête. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations sur quel que soit le... Moi, on m'avait contacté pour me dire « Ah, ils t'ont accepté avec le voile !» C'est ça le truc, c'est que... c'est... Si on t'accepte pas à cause de quelque chose, parce que t'as le voile, t'es trop gros, t'es trop vieux, machin et tout, c'est que t'es pas au bon endroit. Vas-y, next. Donc voilà, ça parle je sais pas combien de langues différentes dans la promo, on je sais pas combien de nationalités, c'est même c'est excellentissime quoi. C'est la place où il faut être si tu veux apprendre un métier qui te fait demain travailler direct en CDI. Même si c'était pas à la base mon kiff, c'était pas pour avoir le CDI, c'était pour apprendre un métier, mais là, en gros, tu es happé par le truc. Et tu as envie d'aller jusqu'au bout avec les copains et d'aller jusqu'au bout sur tes entretiens et décrocher le métier que tu as envie de faire. Comme elle dit, Charlotte, closer ton CDI. Voilà. Donc, je sais pas comment est-ce que je vais faire, mais je pense que je vais la garder, cette vidéo. Je vais essayer de faire un live par semaine avec les retours. Si vous avez des questions, vous me dites. Si vous avez des interrogations sur le programme, quoi que ce soit, parce que tout est public, vous me dites, je vous envoie les fiches, je vous envoie tout ce que vous voulez. Si vous voulez que je pose des questions pour vous, vous y allez. Je suis dispo sur Instagram. Sinon, je vais afficher je vais mettre toutes les infos, comme ça vous pouvez me joindre, que ce soit sur Insta ou sur LinkedIn, ou par téléphone si vous voulez, il n'y a pas de souci. Je vous dis à la semaine prochaine. Bon dimanche. On est dimanche, ouais. Bon dimanche. Ciao. Oh, je sais pas comment fermer. Et Kevin, tu sais comment fermer? Si, je sais comment fermer, je pense.